La mer Méditerranée est désormais un champ de bataille. Qu'un petit pays ose défier une grande puissance, quelle plaisanterie! Rendez-vous. Un destroyer de la Fédération Adriatique fonça droit sur une installation française et 300 millions de personnes à travers le monde retinrent leur souffle. Collision dans 5 secondes. À cet instant, une vedette des gardes-côtes français lui barra la route et le navire de la Fédération stoppa sa course. Si nous bougeons, votre petit pays sera anéanti sans laisser de traces. Cependant, au cœur de cet isolement extrême, une vérité dépassant l'imagination fut révélée. On dit que cet incident a redéfini l'alliance franco-américaine. Cette histoire poignante commence maintenant. Je m'appelle Antoine Dubois. Depuis 23 ans, je suis chercheur à l'Institut océanographique de Genève, spécialisé dans les eaux de l'Europe du Sud. Ce jour-là, j'étais en visite à la station scientifique marine du Roc Phocéen, sur invitation de l'IFREMER, Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. À 2 heures du matin, je vérifiais les données nocturnes dans la salle d'observation. Hauteur des vagues, 3, 7 mètres. Vitesse du vent, 12 mètres par seconde. Des chiffres habituels. Mais à 2h31, le radar commença à capter d'étranges signaux. « Docteur Dubois, regardez ça !» C'est Julien, un jeune chercheur français de permanence, qui m'appela. Sur l'écran radar, 1 puis 2 points rouges apparurent. Au début, je pensais à des bateaux de pêche. Mais leur vitesse était trop élevée, 35 newtonneux, 3 fois la vitesse d'un chalutier ordinaire. « C'est la marine de la Fédération », dit Julien, la voix tremblante. Je vérifiai à nouveau l'écran. 1, 2, 5 navires. Leur nombre ne cessait d'augmenter. À 3 heures du matin, 17 navires de la Fédération Adriatique encerclaient complètement le Roc Phocéen. La distance avec le navire le plus proche n'était que de 500 mètres. Des projecteurs illuminaient toute l'installation, et une voix criant dans une langue adriatique stridente retentit des haut-parleurs. « Dégagez immédiatement, ceci est notre territoire. » Pourtant, nous étions clairement dans la zone économique exclusive de la France. À 149 km de la Corse et à plus de 227 km des côtes de la Fédération, selon le droit international, ces eaux appartenaient sans équivoque à la France. Le docteur Leclerc, chef de la base du Roc Phocéen, prit calmement la radio. Ici, la station scientifique marine française du Roc Phocéen. Vos navires violent les eaux territoriales françaises. Veuillez vous retirer immédiatement. En guise de réponse, les navires de la Fédération se rapprochèrent. Le plus grand, un destroyer de 5000 tonnes, pointait ses canons vers le Roc Phocéen. À Troisving 3, un appel de détresse fut envoyé aux gardes-côtes français. Mais la patrouille la plus proche se trouvait à 2 heures de route. Nous étions isolés. Une nouvelle menace vint du côté de la Fédération. Nous allons couper le courant. Effectivement, à 3h47, le câble sous-marin fut endommagé, coupant l'alimentation électrique depuis le continent. Le générateur de secours se mit en marche, mais nous n'avions du carburant que pour 48 heures. Le pire était encore à venir. Le destroyer de la Fédération accéléra soudainement, fonçant droit sur le Roc Phocéen. Trajectoire de collision. « Collision dans 30 secondes !» cria Julien. Je m'agrippais instinctivement à une structure. On s'attendait à un impact capable de faire trembler cette tour de 66 mètres de haut. C'est à ce moment précis qu'une vedette rapide des gardes-côtes français surgit de nulle part à une vitesse vertigineuse. Elle se plaça juste devant le destroyer. À peine 10 mètres les séparaient. Une seconde de retard, et c'eût été une catastrophe mondiale. Ici, garde-côte PLH 309. Nous protégeons le Roc Phocéen. La voix à la radio était étonnamment calme. Mais la situation était désespérée. Une seule vedette française face à 17 navires de la Fédération. À 4 heures du matin, 4 autres patrouilleurs français arrivèrent enfin en renfort. Le rapport de force était toujours de 5 contre 17. La Fédération continua sa pression, maintenant un blocus étanche. Nous coupons l'approvisionnement en eau potable. À 5 Dixept, l'usine de dessalement cessa de fonctionner. Quelqu'un semblait avoir piraté le système à distance. Nos réserves d'eau potable d'urgence ne pouvaient faire tenir que 7 personnes pendant 3 jours.
C'est alors qu'un événement incroyable se produisit. Le docteur Leclerc lança une diffusion en direct via une connexion Internet par satellite. Citoyens du monde, regardez ce qui se passe en ce moment même au Roc Phocéen. En un instant, le nombre de spectateurs explosa. 100 000, 500 000, 1 million. À 9 heures du matin, ils étaient 5 millions à nous regarder. Les commentaires affluaient par milliers chaque seconde. Courage la France, la justice vaincra. Fédération, retirez-vous. Le monde entier était devenu témoin en temps réel. La fédération ne pouvait plus recourir à la force. À 9 heures, un des chercheurs s'effondra. Déshydratation due à un stress extrême. Nous avons demandé une assistance médicale, mais la fédération a bloqué la demande. Rendez-vous et nous l'enverrons. Un chantage odieux. Pourtant, aucun des 7 chercheurs ne flancha. La plus jeune, Amélie, une biologiste marine de seulement 24 ans, s'adressa à la caméra. Nous sommes des scientifiques. Les données que nous collectons ici sont pour toute l'humanité. Nous n'abandonnerons jamais. Ces mots firent le tour du monde en un clin d'œil. Et c'est là que les choses extraordinaires commencèrent. Les gouvernements se mirent en mouvement. La 6e flotte américaine, sous prétexte d'un exercice de routine, passa à proximité du Roc Phocéen. La Marine nationale française lança une opération de liberté de navigation. Mais la Fédération ne recula pas. Au contraire, elle augmenta le nombre de ses navires à 23. Une confrontation de 28 heures commença. Sous les yeux de 340 millions de personnes dans 147 pays, le Roc Phocéen tenait bon, complètement isolé. Mais je savais que ce n'était que le point culminant d'une guerre qui durait depuis 23 ans. Revenons un peu en arrière. Pourquoi la Fédération s'acharnait-elle autant sur le Roc Phocéen? Connaissez-vous la durée de 23 ans? C'est le temps d'un changement de génération, le temps pour un nouveau-né d'obtenir son diplôme universitaire. Pendant toutes ces années, la Fédération n'a jamais renoncé, pas un seul jour, à cette installation. J'ai commencé à étudier le Roc Phocéen à la demande du gouvernement suisse. C'était un projet de l'Union européenne analysant les conflits maritimes en Europe du Sud. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un simple conflit territorial, mais plus je fouillais les archives, plus des faits choquants se révélaient. Tout a commencé juste après l'inauguration de la station. La Fédération a utilisé tous les moyens possibles. Premièrement, la pression diplomatique. J'ai dénombré 1847 protestations officielles. À l'ONU, au Tribunal international du droit de la mer, à l'OTAN. La Fédération a soulevé la question du Roc Phocéen à chaque conférence internationale. Le Roc Phocéen se trouve dans nos eaux historiques, mais il n'y avait aucune preuve historique. Aucune ancienne carte de la Fédération ne mentionne ce rocher. Au contraire, il n'apparaît que dans les légendes des pêcheurs corses. Deuxièmement, la menace physique. Rien que l'année dernière, des avions militaires de la Fédération ont violé l'espace aérien au-dessus du Roc Phocéen 312 fois, une fois par jour en moyenne. Le pire jour, il y en a eu 48. Toutes les 2 heures, un chasseur de la Fédération effectuait un vol de menace. La situation était la même en mer. Des navires de la marine et des milices déguisées en pêcheurs s'approchaient fréquemment. Ils perturbaient les recherches françaises et tentaient d'endommager les équipements. Mais le plus choquant s'est produit en août dernier. 47 drones sous-marins ont été détectés en train de filmer simultanément la base du Roc Phocéen. C'est ce qu'a capté le sonar de la Marine nationale. La Fédération avait déployé des dizaines de submersibles sans pilote pour scanner précisément la structure de la base. L'objectif était clair, trouver un point faible pour la détruire. Un document interne de la Fédération que j'ai pu obtenir contenait des informations encore plus alarmantes. Projet de reprise du Roc Phocéen, une opération top secrète, un plan méticuleux en 5 étapes. Étape 1, manipulation de l'opinion internationale. Étape 2, pression physique continue. Étape 3, isolement logistique. Étape 4, incitation à la division interne. Étape 5, occupation finale. En pratique, la Fédération a secrètement fait pression sur des entreprises françaises. Celles qui participaient à des projets liés au Roc Phocéen étaient menacées d'être exclues du marché de la Fédération. Plusieurs entreprises ont effectivement rompu leur contrat.
Plus vicieux encore, la propagation de fausses nouvelles. Fuite radioactive au roc phocéen. Le roc phocéen épuise les ressources halieutiques. Le roc phocéen modifie la trajectoire des tempêtes. Des absurdités sans aucun fondement scientifique, diffusées de manière organisée par les médias de la Fédération. Ils ont même mobilisé des hackers pour tenter de paralyser les systèmes du roc. Il y a 3 ans, la transmission des données d'observation a été interrompue pendant 17 heures. La France n'a pas fait de déclaration officielle, mais il était certain que c'était l'œuvre de hackers de la Fédération. Pourtant, il y avait un point étrange. Tout en attaquant avec acharnement, la Fédération continuait de recevoir les données de la station. Chaque fois qu'une tempête approchait, les services météorologiques de la Fédération demandaient à la France les données d'observation du roc phocéen. Et avec ces données, ils ont sauvé des millions de leurs citoyens. Lors du violent Médicane, ouragan méditerranéen de l'année dernière, l'alerte précoce du roc phocéen a permis d'évacuer 1 million d'habitants de la ville de Raguse. N'est-ce pas contradictoire, être sauvé par l'endroit même que l'on cherche à détruire? Mais il y avait une raison à cette obsession. Selon des informations que j'ai obtenues par des agences de renseignement européennes, les dirigeants de la Fédération considéraient le roc phocéen comme un point stratégique qui déterminerait les 100 prochaines années. Pourquoi? La réponse se trouvait sous le roc phocéen. En novembre dernier, Wikileaks a publié un document explosif, un rapport top secret du ministère des Ressources de la Fédération. Titre: Projet Méditerranée 2045. Au début, je pensais qu'il s'agissait d'un document sur la mer Adriatique. Mais en lisant le contenu, j'ai été stupéfait. C'était un rapport d'étude des ressources sous-marines dans la zone du roc phocéen. Terres rares, 87 millions de tonnes. Lithium, 32 millions de tonnes. Cobalt, 4-5 millions de tonnes. Les chiffres seuls ne sont peut-être pas parlants. Pour simplifier, assez de lithium pour construire 800 millions de voitures électriques, assez de terres rares pour produire 10 milliards de smartphones. En valeur marchande actuelle, cela dépasse les 1000 milliards d'euros. Mais le vrai choc venait de la phrase suivante: la France est déjà au courant de ce fait. Il semble qu'ils aient commencé des explorations secrètes dès 1993. 1993. 10 ans avant la construction du roc phocéen. La France savait depuis le début. J'ai immédiatement commencé à chercher dans les archives françaises. Et à la Bibliothèque nationale de France, j'ai découvert un dossier incroyable, un rapport au nom de code Projet Poséidon. À l'époque, une task force secrète avait été créée sous l'égide du ministère de la Recherche. 12 scientifiques d'élite de la Sorbonne, de l'École Polytechnique et de l'Ifremer avaient été sélectionnés. Leur mission était unique: tout savoir sur la zone du roc phocéen. J'ai retrouvé l'un des scientifiques ayant participé au projet. Un docteur aujourd'hui à la retraite. Pour la première fois en 30 ans, il a accepté de parler. Nous sommes descendus à plusieurs milliers de mètres de profondeur dans un sous-marin, et nous avons été témoins d'une scène incroyable. Un tapis noir s'étendant le long du plancher océanique sur 300 km. Des nodules polymétalliques. Ils contenaient de fortes concentrations de terres rares, de lithium et de cobalt. Quand nous avons analysé les échantillons, nous étions tous sous le choc. La pureté était 10 fois supérieure à celle des mines terrestres. Cependant, avec la technologie de l'époque, l'extraction était impossible. La profondeur était trop grande, les courants trop forts. Le gouvernement français a donc pris une décision. D'abord, construisons une structure dessus pour marquer notre territoire. La station scientifique marine du roc phocéen était officiellement une station d'observation météorologique, mais son véritable objectif était d'être une base avancée pour les ressources sous-marines. Une confession stupéfiante, mais les mots suivants du docteur étaient encore plus surprenants. Nous avions 20 ans d'avance sur la Fédération, mais ils ont fini par le découvrir. Probablement, il y a environ 5 ans. Non. En effet, c'est à partir de 5 ans que les attaques de la Fédération contre le roc phocéen se sont intensifiées. Ce qui n'était auparavant que des protestations diplomatiques s'est transformé en menaces physiques. Un exemple montre à quel point la Fédération était pressée. Il y a 2 ans,
un conglomérat de la Fédération a fait une proposition secrète au gouvernement français. Donnez-nous les droits de co-développement du roc phocéen et nous investirons 100 milliards d'euros. La France a bien sûr refusé. L'offre a changé. 200 milliards d'euros et un traitement de faveur sur le marché de la Fédération. Refuse à nouveau. La proposition est montée à 500 milliards d'euros et un traité de paix permanent. La France a tenu bon jusqu'au bout. Alors, l'attitude de la Fédération a radicalement changé, de la persuasion à la menace. L'année dernière, les propos d'un dirigeant de la Fédération lors d'une réunion interne ont été enregistrés et ont fuité. Le roc phocéen est l'avenir de la Fédération. Nous devons l'obtenir, quel qu'en soit le prix. Pourquoi un tel acharnement? Actuellement, 85% des terres rares mondiales sont produites par des pays sous l'influence de la Fédération. Mais leurs réserves nationales s'épuisent. Certaines analyses prédisent qu'elles seront vides dans 10 ans. Et si la zone du roc phocéen contenait 3 fois les réserves totales de la Fédération, il en va de même pour le lithium. À l'ère de la voiture électrique, le lithium est plus important que le pétrole. Le lithium du roc phocéen pourrait répondre à la demande mondiale pour les 50 prochaines années. De plus, l'emplacement du roc phocéen est parfait. Au cœur de la Méditerranée, une porte d'entrée vers l'océan Atlantique. Le contrôler, c'est contrôler la logistique maritime de l'Europe du Sud. Le roc phocéen deviendra le canal de Suez du 21e siècle, a déclaré un amiral de la Fédération. Ils y voient bien plus qu'une simple ressource. Mais la France avait déjà tout anticipé 30 ans plus tôt. Hiver 1993, une réunion top secrète s'est tenue dans un bunker sous le palais de l'Élysée. Seulement 7 participants. Le président, le ministre de la Défense, le ministre de la Recherche, le chef du renseignement intérieur et 3 scientifiques. Le compte-rendu n'a été déclassifié que l'année dernière, après 30 ans. En lisant la première page, j'ai eu la chair de poule. Le destin de la France pour les 100 prochaines années se décide aujourd'hui. Ce furent les premiers mots du président. Puis, un scientifique a commencé son rapport. Monsieur le Président, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire dans la zone du roc phocéen. C'était le résultat des explorations menées par le sous-marin secret, le Nautile. Son existence même était un secret d'État. À 1800 mètres de profondeur, il y a un immense cratère volcanique sous-marin. C'est là que les terres rares et les minéraux stratégiques sont concentrés. Mais il y avait un problème. Selon le droit international de la mer, un État côtier ne peut revendiquer la propriété des ressources sous-marines que si elles se trouvent sur son plateau continental. La position du roc phocéen était ambiguë. Il est crucial de prendre possession des lieux. Celui qui établit le premier un contrôle de fait aura l'avantage. C'était l'avis de l'expert en droit international. C'est alors que le président a pris sa décision. Construisez une station scientifique. Officiellement pour l'observation météorologique, mais en réalité, ce sera notre avant-poste pour les ressources sous-marines. Ce fut le début du projet Poséidon. Mais ce ne fut pas facile. D'abord, il fallait maintenir un secret absolu. Si la Fédération l'apprenait, elle interviendrait immédiatement. Une opération de camouflage a donc été mise en place. Officiellement, il s'agissait de construire un système d'alerte précoce pour les tempêtes. Comme c'était réellement nécessaire, c'était une couverture parfaite. Le financement était également astucieux. Il a été réparti et caché dans les budgets de la défense, de la recherche scientifique et des affaires maritimes. Un total de 3 milliards d'euros a été investi en secret. Le cœur du projet était le développement technologique. L'équipe de l'école polytechnique était chargée de la conception de la structure. Le chef d'équipe était le professeur Martel, un jeune professeur de 35 ans à l'époque. Une structure capable de résister à des tempêtes et des vagues de 10 mètres. On disait que c'était impossible. J'ai rencontré le professeur Martel. Il est maintenant un professeur émérite de 70 ans, mais il se souvient de cette époque comme si c'était hier. Nous avons travaillé jour et nuit pendant 7 ans. Nous avons effectué plus de 30 000 simulations informatiques. L'innovation clé était un acier flexible. Au lieu de résister de front à la tempête, la structure était conçue pour bouger avec elle et disperser la force.
Nous avons appliqué le principe du roseau qui plie mais ne rompt pas. L'équipe de la Sorbonne a développé l'équipement d'exploration sous-marine. À l'époque, seuls les États-Unis et la France possédaient cette technologie. Ils ont fabriqué chaque composant eux-mêmes car ils ne pouvaient pas les importer pour des raisons de sécurité nationale. En 3 ans, ils ont réussi. Ils ont créé un robot d'exploration sans pilote capable de descendre à 3000 mètres de profondeur, avec une technologie 100% française. L'Ifremer avait une autre mission, explorer en secret, en évitant la surveillance de la Fédération. Ils se sont déguisés en bateaux de pêche. De l'extérieur, cela ressemblait à un tonnier ordinaire. Mais l'intérieur était rempli d'équipements de pointe, sonars, caméras sous-marines, matériel de prélèvement. Quand un navire de surveillance de la Fédération approchait, ils pêchaient vraiment du thon pour éviter les soupçons. En 2 ans, ils ont collecté 500 tonnes d'échantillons du fond marin. Les résultats des analyses ont largement dépassé leurs attentes. La teneur en terres rares était 15 fois supérieure à celle de la plus grande mine de la Fédération. La pureté était de 99,7%. Mais il y a eu une découverte encore plus importante, des minerais d'origine volcanique sous-marine. Il y a 20 000 ans, un volcan sous-marin géant se trouvait là. C'est pourquoi les minéraux s'y sont concentrés. C'était une région géologiquement très spéciale. Il n'y en a que quelques-unes comme celle-ci dans le monde. En 1998, tous les préparatifs étaient terminés. Mais c'est alors qu'une crise a frappé. La crise financière asiatique a eu des répercussions en Europe. Des voix se sont élevées pour interrompre le projet. Il n'y avait plus d'argent. Mais les scientifiques responsables se sont rebellés. Si nous arrêtons maintenant, 10 ans de travail partiront en fumée. Si la Fédération nous rattrape, c'est fini. Finalement, le projet a continué. Les scientifiques ont même renoncé à une partie de leur salaire pour poursuivre leurs recherches. Et enfin, en 2000, le choix de l'entreprise de construction a commencé. Le Consortium naval de l'Ouest, CNO, et les chantiers de l'Atlantique étaient en compétition. Les deux disaient que c'était impossible, qu'une telle structure n'existait nulle part au monde, mais ils ne pouvaient pas abandonner. Le gouvernement leur a fait une proposition. Même si vous échouez, vous ne serez pas tenu pour responsable. Relevez le défi. Finalement, le CNO a remporté le contrat. Leur proposition était plus audacieuse. Nous le ferons pour l'honneur de l'industrie française. C'était l'engagement du CNO. Avant la construction, il y a eu une dernière préparation. S'assurer du soutien de la communauté internationale. Le gouvernement a été malin. Il a annoncé qu'il partagerait les données du roc phocéen avec les pays voisins. Avec la proposition de fournir gratuitement des informations sur les tempêtes, aucun pays, pas même la Fédération, ne pouvait s'y opposer. C'est une base scientifique pour l'humanité. Avec cette seule phrase, ils ont gagné l'opinion publique internationale. Et finalement, la construction a commencé. Mais le processus a été une suite d'épreuves inimaginables. Le 15 mars 2001, dans le port de Saint-Nazaire, une structure en acier a pris forme. 76 mètres de haut, 3400 tonnes. La plus grande structure maritime de ce type au monde à l'époque. Le responsable était Étienne Bernard, un ingénieur chevronné du CNO. Quand je l'ai rencontré l'année dernière, il se souvenait encore du cauchemar de cette époque. La première tentative a été un échec complet. En mai 2001, nous avons chargé la structure sur une barge et sommes partis pour le roc phocéen. Mais nous avons dû faire demi-tour 2 jours plus tard. Les vagues dépassaient 6 mètres et la structure a commencé à gîter, 10 degrés de plus, et elle aurait chaviré. La deuxième tentative a eu lieu en juillet, par beau temps. Cette fois, ils sont arrivés près du roc phocéen. Mais juste avant l'installation, l'emplacement d'un rocher sous-marin ne correspondait pas au plan. Il y avait une erreur de 12 mètres. Ils ne pouvaient pas poser la structure. Ils sont rentrés à nouveau et ont modifié les plans. Mais lors de la 3e tentative en septembre, la vraie catastrophe s'est produite. Une tempête, Nari, a soudainement changé de cap. Une tempête non prévue par les météorologues a frappé le roc phocéen de plein fouet. Ils étaient en train de fixer la structure quand des vagues de 12 mètres ont déferlé. Le bruit des câbles qui se rompaient était comme le tonnerre.
La structure de 3400 tonnes a été retournée comme une feuille de papier. Le plus tragique, ce furent les pertes humaines. Dubois, Fournier, Petit, des noms inoubliables. 3 ingénieurs ont été emportés par les vagues et ont disparu. Les recherches ont duré une semaine, mais même leurs corps n'ont pas été retrouvés. Beaucoup ont dit qu'il fallait arrêter, qu'on ne pouvait pas risquer d'autres vies. Mais les familles des victimes se sont levées. La femme de M. Dubois s'est rendue au siège du CNO. C'était le travail dont mon mari rêvait. S'il vous plaît, terminez-le jusqu'au bout. Le fils de M. Fournier a envoyé une lettre. La lettre de cet enfant, alors à l'école primaire, a fait pleurer tout le monde. Papa disait que le phare qu'il construisait sauverait beaucoup de gens. S'il vous plaît, construisez-le. Le projet a continué. Mais les échecs se sont succédés. La 4e fois, une panne d'équipement. La 5e, le harcèlement d'une flottille de pêche de la Fédération. La 6e, un effondrement du sol marin. La 7e, l'échouement du navire de ravitaillement. Ils ont échoué 17 fois. En termes d'argent, 5 milliards d'euros ont été jetés à la mer. Le moral des employés était au plus bas. Les médias critiquaient ce gouffre à argent public. Mais ils ne pouvaient pas abandonner. Étienne Bernard a fait une promesse à ses employés. Essayons encore une fois. C'est vraiment la dernière. Le 1er juin 2003, la 18e tentative a commencé. Cette fois, tout était différent. La Marine nationale assurait une escorte. Les services météorologiques prévoyaient le temps 24 heures divisé par 24. Ils ont même fait venir un prêtre pour bénir l'opération. Qu'est-ce qu'un scientifique raconte là? Mais à ce moment-là, nous étions prêts à tout essayer. Le 10 juin, au roc phocéen. La mer était calme, le ciel était bleu. C'est bon, on descend. 11h23. La structure de 3400 tonnes a été lentement descendue. Des dizaines de personnes retenaient leur souffle. 11h47. La structure s'est posée précisément sur le rocher sous-marin. « On a réussi !» a crié quelqu'un et tout le monde a applaudi. Étienne Bernard a dit qu'il s'est assis par terre et a pleuré. Dit que cet échec, 3 victimes, 2 ans de cauchemar prenaient fin. Le lendemain, la cérémonie d'inauguration a eu lieu. Le président s'est rendu sur place en hélicoptère. Le roc phocéen est l'avenir de la France. Avec la déclaration du président, le drapeau tricolore a été hissé à 66 mètres de hauteur. CNN a titré « La France a rendu l'impossible possible ». La BBC a salué la plus grande construction maritime du XXIe siècle. Un journaliste de TF1 a demandé « Comment avez-vous réussi ?» La réponse d'Étienne Bernard a été simple « Parce que nous n'avons jamais abandonné ». Mais la réaction de la Fédération a été immédiate et virulente. 3 jours après l'inauguration, une centaine de leurs bateaux de pêche ont encerclé le roc phocéen. « Démantelez cette structure illégale !» criait-il. Une semaine plus tard, leur ministère des Affaires étrangères a protesté officiellement. L'action unilatérale de la France est inacceptable. Un mois plus tard, un de leurs destroyers s'est approché à 10 km du roc. On a frôlé l'incident. C'est le témoignage du chef d'état-major de la marine de l'époque. Mais la France n'a pas reculé. Au contraire, elle a commencé à fortifier le roc phocéen. Radar de pointe, équipement de communication par satellite, générateur de secours. Le roc phocéen est devenu une base maritime imprenable et la France a tenu sa promesse. Elle a publié toutes les données météorologiques en temps réel. La Fédération, l'Italie, l'Espagne, tout le monde pouvait les utiliser gratuitement. Ce que nous voulions, ce n'était pas l'exclusivité, mais la coexistence. Mais la vraie guerre ne faisait que commencer. Le 11 juin 2003, à 10 heures du matin, des journalistes de 37 pays se sont pressés à la cérémonie d'inauguration du roc phocéen. Ils voulaient voir de leurs propres yeux le défi impossible relevé par la France. J'étais là ce jour-là. J'avais été invité en tant que représentant de l'Institut océanographique de Genève. Vu d'hélicoptère, le roc phocéen était grandiose. Une forteresse d'acier se dressant au milieu de l'océan infini. On se serait cru dans un film de science-fiction. La cérémonie était émouvante, surtout le moment de l'hommage aux victimes. Nous nous souvenons de Dubois, Fournier, Petit, devenus les gardiens éternels du roc phocéen.
Beaucoup ont versé des larmes aux mots du président. Les familles des victimes ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Pourtant, au milieu de la cérémonie, quelque chose d'étrange s'est produit. Navire de la Fédération en approche, distance 8 km. Le radar de la Marine nationale avait détecté un de leurs navires de guerre. Il s'approchait rapidement, comme pour perturber la cérémonie. À ce moment de tension, le président français a dit calmement « Continuez comme prévu » et une annonce surprise a suivi. À partir d'aujourd'hui, toutes les données du roc phocéen seront publiées en temps réel pour le monde entier. Nous l'exploiterons comme une base scientifique pour l'humanité. Le navire de la Fédération s'est arrêté à 5 km. S'il s'était approché davantage, il aurait été la cible de critiques internationales. La journaliste de CNN, Jane Parker, a rapporté en direct « La France l'a fait. Elle a conquis la mer au nom de la paix et de la science. » Mais 3 jours après l'inauguration, la première crise a éclaté. À 4 heures du matin, une centaine de bateaux de pêche de la Fédération ont encerclé le roc phocéen. C'étaient des miliciens déguisés en pêcheurs. Démanteler la structure illégale. Avec des chaînes et des grappins, ils se sont approchés du roc. Ils ont même tenté de monter sur la structure. Il n'y avait que 3 chercheurs sur le roc phocéen à ce moment-là. La situation était explosive. C'est alors qu'un événement incroyable s'est produit. L'un des chercheurs a lancé une diffusion en direct sur Internet. En 2003, le streaming en temps réel ne faisait que commencer. Citoyens du monde, le roc phocéen est attaqué en ce moment même. En un instant, la nouvelle s'est répandue dans le monde entier. 1 million de vues en 10 minutes, 10 millions en 1 heure. L'opinion publique internationale s'est enflammée. Honte à la Fédération, courage la France. C'est une base scientifique, pas un terrain de guerre. Sentant la pression, la Fédération a retiré ses bateaux. Mais ce n'était que le début. Une semaine plus tard, le gouvernement de la Fédération a publié une déclaration officielle. Le roc phocéen est notre territoire ancestral. La France doit le démanteler immédiatement. Leur justification était tirée par les cheveux. Ils prétendaient qu'une carte de l'époque de la Renaissance montrait une île appelée Pétrus, qui était le roc phocéen. Mais l'île de Pétrus se trouvait à 300 km de là. C'était un autre endroit. La réponse de la France a été intelligente. Au lieu de contre-argumenter, elle a publié des données scientifiques. Première observation de tempête réussie par le roc phocéen. Prévision 48 heures à l'avance, précision de 92%. Grâce à ces données, 100 000 personnes en Sardaigne ont pu être évacuées. Les médias français ont largement couvert l'événement. Le roc phocéen, phare de la vie en France. La Fédération n'est pas restée silencieuse. 1 mois plus tard, elle a fait une annonce choc. Nous allons construire une base marine de la Fédération à 50 km du roc phocéen. Une tentative de concurrence directe, mais la Fédération ne savait pas que la France s'était déjà préparée. Activer le projet Poséidon. Un ordre top secret du gouvernement français a été donné. C'était un plan pour prendre le contrôle total des environs du roc phocéen. D'abord, ils ont posé un câble sous-marin, un système pour fournir de manière stable l'électricité et les communications du continent au roc. Ensuite, un réseau de surveillance sous-marin. 100 sonars ont été installés sur le fond marin, capables de détecter même les sous-marins. Enfin, un système de drones sans pilote. Un réseau de surveillance aérienne pour surveiller les environs du roc 24 heures, divisé par 24. La Fédération était dépassée. La construction de leur base marine a échoué par manque de technologie et sans les données du roc phocéen, les dégâts causés par les tempêtes ont augmenté. Le moment décisif a eu lieu en septembre de cette année-là. Le super ouragan Médéa a frappé la Méditerranée orientale. La Fédération n'a pas pu se préparer adéquatement et 200 personnes sont mortes. Pendant ce temps, la France et l'Italie, qui ont utilisé les données du roc, n'ont eu pratiquement aucune perte humaine. Même les médias de la Fédération ont dû l'admettre. Sans le roc phocéen, les dégâts auraient été 10 fois plus importants. Mais le gouvernement de la Fédération, pour sauver la face, ne pouvait pas reculer. Ils ont donc choisi une guerre d'usure ennuyeuse. Ils ont décidé de harceler sans relâche pendant 23 ans. Mais la vraie guerre a éclaté en octobre dernier.
Le jeudi 17 octobre de l'année dernière, j'étais à bord du navire de recherche le Charcot sur invitation de l'Ifremer. C'était une mission de routine pour étudier l'écosystème marin autour du roc phocéen. À 9h15, nous prélevions des échantillons de plancton à 3 km du roc. La mer était calme, le temps était clair. Une activité de recherche paisible. C'est alors que le radar a soudainement détecté un objet s'approchant à grande vitesse. Patrouilleur de la Fédération 5301, distance 2 km, vitesse 40 newtonneux. Le capitaine de frégate Jean-Luc Dupont, a immédiatement ordonné une manœuvre d'évitement, mais le navire de la Fédération a changé de cap et a continué à nous poursuivre. Trajectoire de collision, 1 km, 500 mètres, 200 mètres. La distance se réduisait à une vitesse incroyable. Et à 9h23, la collision a eu lieu. Avec un choc terrible, le Charcot, agité de 30 degrés. Je me suis agrippé à une rambarde et j'ai à peine tenu bon, mais les chercheurs à côté de moi n'ont pas eu cette chance. Homme à la mer, le docteur. Isabelle Martin, biologiste marine, et son assistant, Pierre, sont tombés dans l'eau glaciale d'octobre. Le plus terrible, c'était le comportement du patrouilleur de la Fédération. Loin de porter secours, ils ont fait obstruction. Cessez les opérations de sauvetage. Rendez-vous d'abord. C'était de la folie pure. Ils essayaient de prendre en otage les personnes tombées à l'eau. L'équipage du Charcot a ignoré l'ordre et a mis un canot de sauvetage à l'eau. Mais le patrouilleur de la Fédération s'est interposé à grande vitesse. Si vous approchez, nous tirons. Ils ont effectivement tiré des coups de semonce. Le canot de sauvetage a dû reculer. Le docteur Martin était une bonne nageuse, mais pas Pierre. Il coulait lentement. C'est alors qu'un événement incroyable s'est produit. Le second maître Dubois, un jeune quartier-maître, a enlevé son uniforme et a plongé dans la mer. Je vais le sauver, le courage d'un jeune de 24 ans. Il a nagé de toutes ses forces et s'est approché de Pierre. Le patrouilleur de la Fédération a de nouveau tiré des coups de semonce. Mais le second maître Dubois ne s'est pas arrêté. Il a réussi à attraper Pierre, mais il était déjà inconscient. Il ne respire plus. Le second maître Dubois a commencé une réanimation cardio-pulmonaire dans l'eau. Ballotté par les vagues, il a continué désespérément les compressions. Miraculeusement, Pierre a recraché de l'eau. Il a repris conscience, mais le sauvetage était toujours impossible. Le patrouilleur de la Fédération continuait de faire obstruction. Ce qui était encore plus choquant, c'était la suite des agissements du patrouilleur. Ils sont montés de force à bord du Charcot et ont commencé à détruire l'équipement de recherche. Donnez-nous toutes les données. Ils ont fracassé, à coups de marteau, des équipements d'exploration marine d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros. Ils voulaient s'emparer de 5 ans de données de recherche accumulées. C'est alors qu'un autre héros est apparu. Le professeur Alain Chevalier, physicien océanographe, un vieux savant de 62 ans. Vous n'aurez pas les données. Il a serré un disque dur contre sa poitrine. Il a été frappé par les marins de la Fédération, mais il n'a pas lâché prise. Finalement, le professeur Chevalier s'est effondré, la tête en sang, mais il a protégé le disque dur jusqu'au bout. Toute cette scène a été diffusée en direct. Chloé, la plus jeune chercheuse à bord, avait lancé une diffusion en direct avec son smartphone. Le monde entier doit voir. C'est le vrai visage de la Fédération. Le nombre de spectateurs en temps réel a explosé. 100 000, 1 million, 10 millions. Les commentaires étaient remplis de colère. C'est de la piraterie. Que fait l'ONU? L'image du professeur Chevalier, ensanglanté, a particulièrement choqué le monde entier. 30 minutes plus tard, les gardes-côtes français sont enfin arrivés. Mais les renforts de la Fédération étaient également arrivés. Une confrontation à 1 contre 10. Retirez-vous immédiatement, c'est à vous de vous retirer. La situation était sur le point de dégénérer. C'est alors qu'un destroyer de la 6e flotte américaine est apparu. Ici la marine américaine. Nous menons une opération de liberté de navigation. Un timing parfait. Coïncidence ou intervention planifiée. Le patrouilleur de la Fédération a finalement battu en retraite. Il ne pouvait pas se permettre un affrontement avec la marine américaine. Le bilan des victimes a été dressé. Professeur Chevalier, 12 points de suture à la tête.
Docteur Martin, en état de choc, traitement psychiatrique. Pierre, hospitalisé pour hypothermie. Second maître Dubois, hospitalisé pour épuisement. Les dommages matériels s'élevaient à eux seuls à 50 millions d'euros. Mais le vrai choc est venu après. La vidéo, en direct, s'est propagée dans le monde entier et la colère a explosé. Surtout, la scène où le professeur Chevalier, en sang, criait « Vive la France !» a fait pleurer des millions de personnes. Agresser un vieux savant. Honte à la fédération, il faut protéger le roc phocéen. Mais la fédération est restée sans vergogne. C'est le navire français qui a provoqué en premier. C'était de la légitime défense, un mensonge. Même si tout avait été révélé en direct, il s'obstinait. Cependant, un revirement incroyable s'est produit. L'incident, surnommé le Jeudi sanglant, a atteint 200 millions de vues en 48 heures. La scène du professeur Chevalier ensanglanté criant « Vive la France !» a particulièrement choqué le monde. Les premiers à réagir ont été les États-Unis. C'est un acte de terrorisme flagrant en haute mer. La fédération doit présenter ses excuses et verser des dédommagements. C'était la déclaration du secrétaire d'État. Des actions concrètes ont suivi. Le porte-avions USS Ronald Reagan de la 6e flotte s'est déplacé à 100 km du roc phocéen. Officiellement pour un exercice de routine, mais tout le monde y a vu un avertissement à la fédération. La réaction de la France a également été ferme. La violence contre un scientifique est un crime contre l'humanité. Le président français est intervenu personnellement et il a envoyé 3 frégates de la Marine nationale en Méditerranée orientale. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'était la réaction de l'Europe. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont publié une déclaration commune. Nous condamnons cet acte barbare qui viole la liberté de la science. La marine française a dérouté une frégate de l'océan Indien vers la Méditerranée orientale. Le Royaume-Uni a également changé la destination de son porte-avions, le HMS Queen Elizabeth, pour le port de Toulon. Ce qui était encore plus spectaculaire, c'était la réaction de la société civile. Sur les écrans géants de Times Square à New York, des lettres géantes sont apparues. Justice for le roc phocé, Stand with France. On ne savait pas qui avait payé, mais le message est resté allumé 24 heures. L'Empire State Building s'est illuminé aux couleurs du drapeau tricolore. Le Tower Bridge à Londres a fait de même. Sur les écrans de Shibuya à Tokyo, une photo du professeur Chevalier est apparue avec le mot « Eros ». Les réseaux sociaux ont complètement explosé. Justice pour le roc phocéen est resté en tête des tendances mondiales sur Twitter pendant 3 jours. Sur Instagram, plus de 100 millions de publications montraient une photo du roc phocéen avec un cœur. Les jeunes générations étaient particulièrement enthousiastes. Les données qu'un grand-père a protégées au péril de sa vie, c'est ça, un vrai scientifique. Un petit pays qui résiste à la violence d'un grand, c'est le David et Goliath du 20 et 1 siècle. Tumor, un boycott des produits de la Fédération a également commencé. Sur Amazon aux États-Unis, les ventes de produits de la Fédération ont chuté de 32% en 1 semaine. Il en a été de même en Europe. Les produits français, en particulier, ont bénéficié d'un effet d'aubaine. Les ventes de smartphones Arcos ont augmenté de 27%, les voitures Renault de 15%. La meilleure façon de soutenir la France est d'acheter français. Ce genre de campagne s'est propagé spontanément. Le gouvernement de la Fédération était déconcerté. L'impact économique était bien plus important que prévu. Mais la réaction la plus choquante est venue de l'intérieur même de la Fédération. Sur leur réseau social Weibo, un internaute a posté « Frapper un vieil homme de 62 ans, c'est ça être une grande puissance? J'ai honte ». En un instant, le message a reçu 1 million de « j'aime ». Les autorités l'ont rapidement supprimé, mais des captures d'écran s'étaient déjà répandues dans le monde entier. Les étudiants de la Fédération à l'étranger se sont également mobilisés. Les associations d'étudiants de Harvard, Oxford et de la Sorbonne ont publié une déclaration commune. La violence ne peut être justifiée. Le gouvernement de la Fédération doit s'excuser. C'était un cauchemar pour le gouvernement de la Fédération. Même ses propres citoyens lui tournaient le dos.
Le 24 octobre, une semaine après le jeudi sanglant, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence. L'ordre du jour était la garantie de la liberté de la recherche scientifique en Méditerranée. Sur les 15 pays membres, 14 ont critiqué la Fédération. Seule la Fédération s'est défendue. C'est de la désinformation, une fabrication, un complot. Mais personne ne les a crus. La vidéo en direct était une preuve irréfutable. Le secrétaire général de l'ONU a publié une déclaration d'une fermeté inhabituelle. La science est un bien commun de l'humanité. Y porter atteinte par la violence est un crime contre l'humanité. 37 pays ont soumis une résolution commune. Désigner une zone de 100 km autour du roc phocéen comme zone internationale de paix scientifique. On s'attendait à ce que la Fédération utilise son droit de veto. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Ils se sont abstenus. L'opinion publique internationale était si défavorable qu'ils n'ont même pas pu utiliser leur veto. Le gouvernement français a réagi avec sagesse. Au lieu de la vengeance ou des représailles, ils ont proposé la paix et la coopération. Nous continuerons à fournir les données du roc phocéen à la Fédération. La science n'a pas de frontières. Le professeur Chevalier a également envoyé un message depuis son lit d'hôpital. « Je ne hais pas les scientifiques de la Fédération. Je veux faire des recherches avec eux. » C'était émouvant. Ils ont répondu à la violence par la paix, à la haine par la compassion. Ce message a touché le cœur des citoyens de la Fédération. C'est la France qui est la vraie grande nation. Nous devrions en prendre de la graine. Respect. Le Weibo de la Fédération a été inondé de ce genre de commentaires. Le moment décisif a eu lieu le 30 et 1 octobre. Le jour d'Halloween, des jeunes du monde entier se sont déguisés en professeurs chevaliers. Une blouse blanche, un bandage sur la tête et un disque dur à la main. Le meilleur héros de l'année. Le magazine Team a choisi le professeur Chevalier pour sa couverture. Le titre était « The Last Stand of Science ». La Fédération était complètement isolée. Le 3 novembre, leur ministère des Affaires étrangères a finalement fait une annonce. Nous exprimons nos regrets. Nous promettons que cela ne se reproduira plus. Ce n'étaient pas des excuses, mais pour la Fédération, c'était la concession maximale. Mais l'atout que la France avait préparé était ailleurs. Le 15 novembre, le ministère français des Affaires étrangères a tenu une conférence de presse d'urgence. 300 médias du monde entier se sont pressés. Les documents que nous allons révéler aujourd'hui sont les archives de toutes les provocations que le roc phocéen a subies depuis 23 ans. Au mot du ministre, un écran géant s'est allumé. Projet boîte noire du roc phocéen. Personne ne le savait. La France avait tout enregistré pendant 23 ans. Le roc phocéen dispose d'un système spécial. Il enregistre automatiquement tous les navires, avions et même objets sous-marins qui s'approchent. 48 caméras à 360 degrés, 120 capteurs infrarouges, 80 sonars sous-marins. Le roc phocéen était un gigantesque système de surveillance. Nous avons enregistré un total de 6743 provocations. La première vidéo a été diffusée. 7 mars 2004. La scène montrait 30 bateaux de la Fédération attachant des chaînes au roc et essayant de le tirer. Ils tentaient de faire s'effondrer la structure. 19 août 2007. Un sous-marin de la Fédération passant juste sous le roc et l'attaquant avec des ondes sonores. 3 Faradévrier 2011. Un chasseur de la Fédération piquant jusqu'à 50 mètres au-dessus du roc. 27 mai 2016. Un patrouilleur de la Fédération pointant un laser sur l'hélicoptère de recherche du roc pour tenter de le faire s'écraser. 9 novembre 2018. 17 drones non identifiés simulant un bombardement du roc en larguant des bombes factices. 14 juillet 2021. La preuve que des hackers de la Fédération ont paralysé le système du roc et interrompu la transmission des données pendant 17 heures. Chacun de ces actes était une violation du droit international. Mais ce qui était encore plus choquant, c'était le résultat de l'analyse par IA. Une intelligence artificielle a analysé les 6743 provocations. Un schéma a été découvert. Un graphique complexe est apparu à l'écran.
Les provocations de la Fédération n'étaient pas aléatoires. C'était une stratégie en 5 étapes méticuleusement planifiées. Étape 1, 2003 à 2007, pression de bas niveau, mobilisation de bateaux de pêche. Étape 2, 2008 à 2012, provocation de niveau intermédiaire, déploiement de patrouilleurs. Étape 3, 2013 à 2017, provocation de haut niveau, avions de guerre et sous-marins. Étape 4, 2018 à 2022, attaque cybernétique, tentative de paralyser le système. Étape 5, 2023 présent, confrontation physique, attaque directe. À chaque étape, l'intensité augmentait précisément de 23%. Ce n'était pas une coïncidence. L'IA a révélé un fait encore plus surprenant. Il y avait aussi un schéma dans le calendrier des provocations. Elle se concentrait juste avant des événements internationaux importants pour la France ou des sommets. Un mois avant les Jeux Olympiques de Paris, 87 provocations. Une semaine avant un sommet franco-américain en 2019, 43 provocations. 3 jours avant le sommet du XET en France en 2023, 29 provocations. Il mettait intentionnellement la pression sur la France. Mais la preuve la plus choquante était la dernière. Les communications du patrouilleur de la Fédération du 17 octobre dernier ont été interceptées. Un fichier audio a été joué. La cible est Chevalier, le vieil homme qui a les données. Faut-il le tuer? Neutralisez-le, mais ne laissez pas de traces. C'était une attaque planifiée, la preuve qu'ils avaient ciblé le professeur Chevalier à l'avance. La salle de conférence de presse était en émoi. Un journaliste de CNN a demandé « Pourquoi révéler cela maintenant ?» Le ministre des Affaires étrangères a répondu « Parce que notre patience a des limites et pour saisir la Cour internationale de justice. » Une déclaration choc. Nous allons soumettre les 6743 cas à la CIJ. Nous demanderons des comptes pour 23 ans de violation du droit international. Les demandes de dédommagement ont été rendues publiques. 300 milliards d'euros pour les dommages matériels, 1000 milliards d'euros pour le préjudice moral. Un total de 1300 milliards d'euros sera réclamé. Mais la vraie bombe était ailleurs. Nous avons également obtenu des documents internes du gouvernement de la Fédération. Un document en langue adriatique est apparu à l'écran. Plan d'occupation du roc phocéen, 1er mars 2025. Un ordre d'opération détaillé pour occuper le roc phocéen en mobilisant une grande flotte, 37 navires participants, 3000 soldats. Et même un plan de gouvernance après l'occupation. Comment l'ont-ils obtenu? Un informateur au sein du gouvernement de la Fédération, une personne de conscience, nous l'a fourni. Quelqu'un parmi les hauts fonctionnaires de la Fédération avait trahi. Lorsque ce document a été révélé, la Fédération a immédiatement réagi. C'est un faux, un complot, une diffamation. Mais les preuves étaient trop solides. Le sceau officiel sur le document, le système de cryptage et même la signature manuscrite d'un haut dirigeant. La communauté internationale était stupéfaite. C'est un plan d'invasion. Une chose pareille au XXe siècle? La Fédération est un criminel de guerre? L'ONU s'est de nouveau réunie en urgence. Cette fois, des voix se sont élevées pour sanctionner la Fédération. Les États-Unis ont agi immédiatement. Nous allons mener des exercices conjoints franco-américains pour la défense du roc phocéen. Un exercice à grande échelle avec un porte-avions et 8 destroyers. Le Japon, l'Australie, le Canada et l'Inde ont également exprimé leur soutien. Nous étendons les exercices à une coalition de 6 nations. Le roc phocéen sera défendu par tout le camp du monde libre. La Fédération était complètement acculée. Pourtant, la France a de nouveau sorti une carte surprenante. Malgré tout, nous souhaitons nous réconcilier avec la Fédération. Qu'est-ce que cela signifiait? Nous continuerons à fournir les données du roc phocéen, comme nous l'avons fait depuis 23 ans. En effet, pendant 23 ans, la France n'a jamais interrompu la fourniture de données à la Fédération, même en subissant des provocations. Pourquoi? Le ministre des Affaires étrangères a révélé un dernier document. Les vies sauvées grâce au roc phocéen. Un chiffre est apparu à l'écran, 547 293. Le nombre de personnes dont la vie a été sauvée par les données du roc en 23 ans. Les détails ont été révélés. Français, 89,
457. Citoyens de la Fédération, 312 847. Italiens, 74 332. Étonnamment, les citoyens de la Fédération étaient les plus nombreux. En 2019, lors de l'ouragan Livia, le roc phocéen a prédit sa trajectoire exacte 72 heures à l'avance. Des images de l'époque ont été diffusées. La scène montrait 200 000 habitants de Raguse en train d'évacuer. Si les données du roc n'avaient pas existé, au moins 5 000 personnes seraient mortes. C'était une analyse reconnue même par les services météorologiques de la Fédération. En 2020, l'ouragan Adria, l'alerte précoce du roc, a permis l'évacuation de 150 000 habitants de la côte de la Fédération. En 2021, l'ouragan Iliria. Les données du roc ont permis de déplacer à l'avance 500 avions de l'aéroport de Raguse. En 2022, l'ouragan Dalmatia. Les prévisions du roc ont permis à 3000 bateaux de pêche de la Fédération de se mettre à l'abri en urgence. Même lorsque la Fédération attaquait le roc phocéen, la France envoyait les données. Un enregistrement réel a été montré. 5 août 2020. Un patrouilleur de la Fédération encercle le roc. Au même moment, Météo France transmet des données sur un ouragan à la Fédération. Attaquer son ennemi tout en étant secouru par lui. Cette contradiction durait depuis 23 ans, mais il y avait un cas encore plus émouvant. 23 décembre 2018. Le bateau de pêche de la Fédération Étoile de l'Est a été pris dans une tempête. Le navire, avec 17 membres d'équipage, était sur le point de couler. C'est le roc phocéen qui a capté le signal de détresse. Le roc a immédiatement transmis les coordonnées exactes à la marine de la Fédération. Grâce à cela, les 17 membres ont tous été sauvés. Mais il y a eu un revirement incroyable. L'Étoile de l'Est n'était pas un bateau de pêche. C'était un navire de collecte de renseignements de la marine de la Fédération. Il était venu espionner le roc et avait été pris dans la tempête. Nous le savions, mais nous l'avons sauvé. La vie n'a ni ami ni ennemi. Une lettre envoyée par un officier de la marine de la Fédération sauvée a été révélée. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Le roc phocéen n'est pas un ennemi, c'est un sauveur. When. Mais le cas le plus dramatique a eu lieu en juillet dernier. Un ferry transportant des écoliers de la Fédération en voyage scolaire a été pris dans une tempête. 200 élèves et 10 enseignants étaient à bord. Panne de moteur, nous dérivons, aidez-nous. Le roc phocéen a capté le signal de détresse. Mais les vagues faisaient 12 mètres de haut, impossible d'envoyer un hélicoptère. C'est alors que les chercheurs du roc ont pris une décision. Nous allons les sauver nous-mêmes. Le roc disposait d'un canot de sauvetage d'urgence. Un petit bateau pour 10 personnes. 5 chercheurs se sont portés volontaires. Filer à travers des vagues de 12 mètres était un acte suicidaire. Mais nous devons sauver les enfants. Après 2 heures de lutte, ils ont atteint le ferry de la Fédération. Mais il était impossible de transférer 200 personnes dans un canot de 10 places. La méthode qu'ils ont choisie était donc choquante. Nous allons les remorquer jusqu'au roc phocéen. Remorquer un ferry en panne au milieu de vagues de 12 mètres. Pendant 8 heures, ils ont tiré le ferry de 200 tonnes. Le moteur du canot de sauvetage a failli surchauffer et s'arrêter, mais ils n'ont pas abandonné. Enfin, le roc phocéen. Mais comment faire monter 200 personnes à 66 mètres de hauteur? On descend l'échelle de secours. L'échelle de secours installée sur la paroi extérieure du roc. Mais avec des vagues de 12 mètres, l'échelle était aussi dangereuse. Les enfants d'abord, un par un. Les chercheurs ont porté les enfants sur leur dos et ont grimpé à l'échelle. En 5 heures, ils ont sauvé les 200 personnes. Un dessin fait par un des écoliers de la Fédération sauvée a été montré, le roc phocéen et le drapeau tricolore. Et en dessous, écrit en phonétique française, MERCI. La chaîne de télévision d'État de la Fédération a rapporté l'événement, le roc phocéen, sauveur des enfants de la Fédération. Le gouvernement de la Fédération a dû être embarrassé. L'endroit qu'ils attaquaient avait sauvé leurs propres citoyens. Mais le vrai choc, c'était les statistiques. En 23 ans, le roc phocéen a prédit 127 tempêtes. Précision de 94,7%.
Sans ces données, le nombre de morts en Europe du Sud aurait augmenté d'au moins 500 000. C'était l'analyse de l'Institut du changement climatique du MIT. L'impact économique a également été calculé. 5 000 milliards d'euros de coûts de reprise après sinistres économisés grâce aux données du ROC. La fédération était le plus grand bénéficiaire. Ils avaient économisé 1 800 milliards d'euros. Et pourtant, ils attaquaient le ROC. Le monde entier ne comprenait pas. Un présentateur de CNN a demandé au porte-parole de la fédération « Pourquoi essayez-vous de détruire l'endroit qui vous sauve la vie ?» Le porte-parole n'a pas pu répondre. C'est alors qu'un événement incroyable s'est produit. Les citoyens de la fédération se sont levés. Près de la place principale de la capitale, un jeune homme a brandi une pancarte. « Merci, Roch Phocéen. Vous avez sauvé ma grand-mère. » Il a été immédiatement arrêté par la police, mais l'image s'est répandue sur les réseaux sociaux. À Raguse, à Salonne, dans toute la fédération, des manifestations similaires ont eu lieu. Le Roch Phocéen est un sauveur. Le gouvernement ne doit pas répondre à la bonté par l'ingratitude. Le gouvernement a bloqué Internet, mais c'était inutile. Les gens ont utilisé des VPN et l'information a continué à se propager. Le moment décisif a été la déclaration de l'Académie des sciences de la Fédération. Sans les données du Roch Phocéen, les prévisions météorologiques de la Fédération sont impossibles. Les plus grands scientifiques de la Fédération se sont rebellés contre leur gouvernement. Et puis, le 28 février 2025, à l'aube, ce moment fatidique est arrivé. 28 février, 2h30 et 1. Une minute exactement après que la nouvelle de l'encerclement du Roch Phocéen par 17 navires de la Fédération est tombée, le monde a commencé à bouger. Daniel Tanaka, un franco-japonais vivant à New York, a été le premier à réagir. Je vais diffuser la situation en temps réel du Roch Phocéen. Il a lancé une diffusion simultanée sur YouTube, Twitch et TikTok. Il a relayé les images en temps réel fournies par le ROC au monde entier. 1 million de spectateurs en 10 minutes, 10 millions en 30 minutes, 50 millions en 1 heure. À 3h47, au moment où le destroyer de la Fédération fonçait sur le ROC, le nombre de spectateurs a dépassé les 100 millions. Le monde entier retenait son souffle. La scène de la vedette des gardes-côtes français barrant la route à 5 secondes de la collision est devenue une scène mémorable qui restera dans l'histoire. C'est à ce moment précis que des choses incroyables ont commencé à se produire. Le président des États-Unis a posté sur Twitter « Je regarde le Roch Phocéen en ce moment. C'est une agression flagrante. Une déclaration d'urgence, bien qu'il soit 4 heures du matin. » 5 minutes plus tard, le président français a également tweeté « Je soutiens le Roch Phocéen. La Marine nationale est prête à intervenir. » Le Premier ministre britannique, le président français, le chancelier allemand ont envoyé des messages les uns après les autres. Protéger le Roch Phocéen, symbole de la science et de la paix. À 5 heures du matin, les dirigeants de 147 pays du monde entier ont publié des déclarations de soutien au Roch Phocéen. C'était sans précédent dans l'histoire. Mais le vrai miracle a été créé par les citoyens. À Times Square à New York, malgré l'heure matinale, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées. Elles ont regardé la situation du ROC sur les écrans géants et ont encouragé « Go France !» Sur les champs, Élysée à Paris, c'était la même chose. Ils criaient « Liberté pour le Roch Phocéen !» Au carrefour de Shibuya à Tokyo, 100 000 personnes se sont rassemblées. Elles criaient, en japonais, « Roch Phocéen, Gambard !» Le plus surprenant, c'était en fédération. Un étudiant a posté sur un chat « Je suis citoyen de la fédération, mais je soutiens le Roch Phocéen. Mon grand-père a été sauvé grâce au ROC. » En un instant, le message a été partagé 1 million de fois. Le gouvernement a bloqué, mais la diffusion a continué. Un citoyen de Raguse a été encore plus audacieux. Il a accroché une banderole à la fenêtre de son appartement avec écrit en phonétique française « M-E-R-C-I-R-O-C-P-H-O-C-E-N ». La police l'a enlevé, mais la photo s'était déjà répandue dans le monde entier. À 6 heures du matin, le nombre de spectateurs en temps réel a dépassé les 200 millions. C'est alors qu'une scène émouvante s'est déroulée au Roch Phocéen.
Les 7 chercheurs isolés se sont tenus devant la caméra et, tenant un drapeau tricolore, ils ont commencé à chanter la Marseillaise. À cet instant, le monde entier a chanté avec eux. À Times Square, sur les champs, Élysée, à Shibuya et même dans une maison de Raguse, quelqu'un a fredonné en secret. 200 millions de personnes chantant ensemble la Marseillaise. L'hymne national le plus chanté simultanément dans l'histoire de l'humanité. Le gouvernement de la Fédération était paniqué. La pression du monde entier était inimaginable. À 9 heures, un ultimatum a été transmis à la Fédération. Si vous ne vous retirez pas dans l'heure, une flotte de coalition multinationale interviendra. Une flotte conjointe des États-Unis, de la France, du Royaume-Uni, de l'Australie, du Canada et de l'Inde. En fait, le porte-avions de la 6e flotte américaine était déjà en route et les frégates françaises avaient déjà appareillé. Mais la Fédération tenait toujours bon. À 10 heures, alors que la tension était à son comble, un miracle s'est produit. Une mutinerie a éclaté sur l'un des navires de la Fédération. Nous ne pouvons pas attaquer le roc phocéen. Ils ont sauvé nos familles. C'était un lieutenant de la marine de la Fédération nommé Marco Petric. Sa mère aurait été sauvée lors de l'ouragan de 2019 grâce aux données du roc. Sa rébellion s'est propagée comme une traînée de poudre. Sur un 2e, puis un 3e navire, les refus d'obéir se sont succédés. Nous ne pouvons pas obéir à un ordre contraire à notre conscience. À 11 heures, la flotte de la Fédération était complètement divisée. Sur 17 navires, 9 refusaient d'obéir. Tout cela a été diffusé en direct. 340 millions de personnes ont regardé. Les dirigeants de la Fédération n'avaient plus le choix. 11h47, ordre de retrait de la flotte de la Fédération. Un par un, les navires s'éloignaient. Le monde entier a applaudi. « On a gagné, c'est un miracle !» criait-il dans toutes les langues. Mais ce n'était pas encore fini. L'un des navires de la Fédération en retraite s'est soudainement arrêté et il a sonné sa sirène en direction du roc phocéen. 3 fois. Dans le code naval, cela signifie un salut de respect. Les chercheurs du roc ont répondu en agitant la main. Le monde entier, en voyant cette scène, a versé des larmes. À midi, un hélicoptère des gardes-côtes français est arrivé au roc phocéen, le premier secours en 28 heures. De l'hélicoptère sont descendus une équipe médicale et des journalistes. « Est-ce que ça va ?» À la première question, Chloé, la plus jeune chercheuse, a répondu « Oui, et les données sont en sécurité. » Nous n'avons pas interrompu la collecte une seule seconde en 28 heures. Le monde entier a de nouveau été ému. Même dans un moment où leur vie était en danger, ils n'ont pas abandonné leur mission. Ce soir-là, le secrétaire général de l'ONU a annoncé « Aujourd'hui, nous avons été témoins de la victoire de l'humanité. » Et une annonce surprise a suivi. Nous inscrivons le roc phocéen au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était la première fois qu'une installation scientifique devenait patrimoine mondial. Mais la réaction la plus émouvante a été celle des citoyens de la Fédération. Un riche homme d'affaires de Raguse a acheté une pleine page de publicité dans un journal. « Merci, roc phocéen, d'avoir sauvé mon fils. » Un vieil homme de la capitale a envoyé une lettre à l'ambassade de France. C'était un soldat de l'armée de la Fédération pendant la guerre il y a 60 ans. Ce n'est que maintenant que je comprends qui est le véritable ennemi. L'ennemi, ce n'est pas la France, ce sont la guerre et les catastrophes. Le 1er mars, le lendemain de la fin de l'incident, une annonce incroyable a été faite. Le gouvernement de la Fédération a présenté ses excuses officielles. Nous retirons toutes nos revendications territoriales sur le roc phocéen et nous nous excusons pour 23 ans d'erreur. C'était un moment historique et une proposition encore plus surprenante a suivi. Faisons du roc phocéen une base scientifique commune pour l'Europe du Sud. Les coûts seront partagés par les pays bénéficiaires. La France, la Fédération et l'Italie l'exploiteraient ensemble. Ce serait une base de paix. Le gouvernement français a accepté avec joie. Le roc phocéen a toujours été un lieu pour toute l'humanité. Et aujourd'hui encore, le roc phocéen est là. Aujourd'hui encore, le roc phocéen veille à cet endroit.
La structure en acier de 66 mètres de haut, malgré ses 23 ans, est toujours solide. Elle n'a cédé ni aux tempêtes, ni aux vagues, ni à la cupidité humaine. En août 2025, le roc phocéen n'est plus seulement une base française. Il a reçu un nouveau nom, le Centre euro-méditerranéen de coopération scientifique. La France dirige les opérations, mais des scientifiques de la Fédération et d'Italie travaillent également ensemble. Chaque mois, 20 chercheurs sont envoyés en rotation. Leurs nationalités sont différentes, mais ils partagent tous un seul objectif: protéger la sécurité de l'humanité. Le plus grand changement a été la participation des scientifiques de la Fédération. Le docteur Wang Shao, un scientifique de la Fédération qui a mis les pieds pour la première fois sur le roc après l'incident de l'année dernière, a déclaré « Pendant 23 ans, l'endroit que nous essayons de détruire nous protégeait en réalité. J'ai honte et je suis reconnaissant. Il est maintenant un ardent défenseur du roc phocéen. L'équipement du roc a également été amélioré. Un système de prévision par IA a été introduit et la précision des prévisions de tempête a atteint 98%. Il est maintenant possible de prédire la trajectoire d'une tempête avec précision 5 jours à l'avance. L'exploration des ressources sous-marines a également commencé sérieusement. Mais la France a décidé de ne pas les monopoliser. Elle a décidé que lorsque l'exploitation commencerait, 30% des bénéfices seraient versés à un fonds de lutte contre les catastrophes en Europe du Sud. Il est juste que les ressources du roc phocéen soient partagées avec les personnes que le roc a protégées. Le monde a de nouveau été ému par la décision du gouvernement français. Le roc phocéen est également devenu un lieu d'éducation. Chaque été, 100 étudiants de 3 pays d'Europe du Sud participent à un camp de sciences marines au roc. Parmi les participants de l'année dernière, il y avait un étudiant spécial, le fils de l'ancien lieutenant de la marine de la Fédération, Marco Petric, le fils de l'homme qui a désobéi aux ordres et a protégé le roc. Je suis fier de mon père. Je veux devenir un scientifique comme ceux du roc phocéen. La vue d'étudiants français et de la Fédération faisant des recherches ensemble est maintenant devenue monnaie courante. Les visiteurs du roc phocéen ont également augmenté. Bien sûr, le grand public ne peut pas y aller, mais des personnes spéciales sont invitées. Parmi elles, la visite la plus émouvante a eu lieu en décembre dernier. Les familles de Dubois, Fournier et Petit, les victimes de la construction en 2003, sont venues. Le fils de M. Dubois est maintenant un ingénieur dans la trentaine. Je vois enfin l'île dont mon père rêvait. Papa, ton rêve était si grand. Il y a maintenant un mémorial sur le roc phocéen. Les noms des 3 victimes de la construction et des 12 personnes qui ont péri en service en protégeant le roc pendant 23 ans y sont gravés. Chaque matin à 8 heures, les chercheurs observent un moment de silence devant le mémorial. Quelle que soit leur nationalité, tout le monde participe. L'avenir du roc phocéen est encore plus brillant. Le projet Roc Phocéen 2 a été lancé. C'est un plan pour construire une deuxième base scientifique marine à 100 km au sud du roc. Cette fois, les 3 pays la construiront ensemble dès le début. Non pas la confrontation, mais la coopération. Non pas le conflit, mais la coexistence. C'est le slogan du projet. Le changement le plus surprenant a été l'échange au niveau de la société civile. Une association appelée « Les Enfants du Roc » a été créée. C'est un rassemblement de personnes dont la vie a été sauvée par les données du roc. Elle compte 100 000 membres. Chaque année, le 11 juin, jour anniversaire du roc, ils se rassemblent et organisent une fête de la gratitude. L'année dernière, une invitée spéciale est venue à l'événement. Une grand-mère de la Fédération de 94 ans, Madame Méchant. Elle a été sauvée lors de l'ouragan de 2019 grâce au roc. Si le roc n'avait pas été là, je n'aurais pas pu voir le visage de mes arrière-petits-enfants. Je remercie la France, je remercie le roc. Tout le monde a pleuré aux larmes de la grand-mère. Le roc phocéen est devenu une culture. En France, un film intitulé « L'homme du roc » a été réalisé. En Fédération, un drame intitulé « Le fer de la mer » a été produit. Aux États-Unis, un documentaire intitulé « Les 66 mètres du miracle » a été diffusé. Toutes ces œuvres
était basé sur des faits réels. Le roc phocéen a également contribué au progrès scientifique. Avec les données accumulées sur 23 ans, la recherche sur le changement climatique a fait un bond en avant. La recherche sur le climat en Europe du Sud est impossible sans les données du roc phocéen. Ce sont les mots du Dr James Hansen, lauréat du prix Nobel. En fait, 500 articles utilisant les données du roc sont publiés chaque année. Et aujourd'hui, le 24 août 2025, une nouvelle page de l'histoire du roc phocéen a été écrite. L'ONU a désigné le roc phocéen comme le premier patrimoine de la paix de l'humanité. L'évaluation était un atout de l'humanité qui a transformé le conflit en paix, la confrontation en coopération. Les dirigeants des 3 pays étaient tous présents à la cérémonie de désignation. Le président français a déclaré « Ce n'est pas nous qui avons protégé le roc phocéen, c'est l'humanité qui l'a protégé ensemble. » Le dirigeant de la fédération a également répondu « Nous reconnaissons 23 ans d'erreur. Maintenant, le roc phocéen est un lieu pour construire l'avenir ensemble. » Et les 3 dirigeants ont tissé ensemble un nouveau drapeau au sommet du roc phocéen, un fond blanc, une vague bleue et un soleil levant dessus. Un drapeau symbolisant la paix maritime en Europe du Sud. Le drapeau flottant à 66 mètres de hauteur. Ni le drapeau tricolore, ni le drapeau de la Fédération, ni le drapeau italien. Le drapeau de la paix. À cet instant précis, le roc phocéen est passé du statut de base d'un pays à celui de phare pour toute l'humanité. En ce moment même, le roc phocéen collecte des données, hauteur des vagues, vitesse du vent, température de l'eau, pression atmosphérique. Il travaille sans relâche, une seule seconde, pour la sécurité de l'humanité. Et demain, et après-demain, il continuera à veiller éternellement à cet endroit. Tant qu'il y aura une mer, tant qu'il y aura des tempêtes, tant qu'il y aura des vies à protéger, le roc phocéen sera le gardien éternel. Mesdames et messieurs, c'est le miracle du roc phocéen. L'histoire d'une petite structure qui a protégé des centaines de milliers de vies et a transformé le conflit en paix. C'est aussi la preuve que lorsque nous n'abandonnons pas jusqu'au bout, même l'impossible devient possible. Si l'histoire d'aujourd'hui vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec votre entourage, pour que plus de gens connaissent la signification du roc phocéen. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à la fin.